Radio Pirate. Deux questions que je veux t'entendre, Joe. J'ai écouté le All-In podcast de cette semaine, un de cette semaine, peut-être hier ou avant-hier. Puis ça débattait sur des économistes, bon, bien sûr, c'est les gens qui suivent ce podcast-là savent que c'était un des très bons podcasts. Là. Trump est allé là. C'est lui de Chamat et tout ça. Hein? Exact. Donc, posez la question, coudonc, les tarifs, vous êtes où là-dedans? Le plan tu sais, lui, il y en a un qui dit, écoute bien, il dit, ce que je comprends, là, puis il dit, moi, je l'achète, mais je sais qu'à travers mes confrères, c'est divisé. Mais il dit, c'est un banc à trois pattes, OK? Donc, on baisse les impôts, ça va compenser pour l'inflation amenée par les tarifs. On ramène du manufacturier, c'est pas tout qui va revenir, mais on en ramène à travers. Il y a des choses essentielles qu'on a laissé aller, qu'on n'aurait pas dû. Ça nous place dans la situation, s'il arrive de quoi dans le futur, en position de faiblesse. Il faut ramener, on est obligé. C'est pas juste une raison économique. Ensuite de ça, le Canada, bon, ben, il faut dealer avec ça, le Canada, il faut être plus proche, puis il faut arrêter donc plus de libre-échange. Donc, toi, tu le comprends-tu, le deal que Trump veut faire? Parce qu'il l'explique, là, on va de plus en plus riche, puis, tu sais, c'est expliqué un peu de manière, c'est des images qu'il envoie, il n'y a pas beaucoup de détails là-dedans. Certains économistes essaient de déchiffrer ça. Il y en a plein qui sont contre, il y en a plein qui ne croient pas ça. Certains disent, ouais, ça a peut-être une manière, on a une sécurité à aller rechercher en faisant ça. Puis en bout de ligne, oui, il va y avoir des marchés un peu plus nerveux pendant un temps. Oui, il va y avoir de l'inflation, c'est clair. Mais l'outcome de ça va être positif, puis on va être plus sécure pour le futur. Est-ce que tu le pognes, cette affaire-là, ou tu es plus ou moins d'accord avec ça? Il y a eu quand même de la délocalisation à outrance pendant 20-30 ans, ça a marché. Est-ce qu'il y a des industries qui devraient être plus ici pour des raisons stratégiques? Peut-être, mais au final, c'est que le discours protectionniste puis de tarifaire, puis c'est pas bénéfique pour personne. Autant pour les États-Unis que les partenaires. Puis encore une fois, j'entends les arguments de la balance commerciale, c'est pas important. Là. Quand il y a une transaction qui est faite sur une base volontaire, les deux gagnent. Les deux gagnent. Sinon, il n'y aurait pas de transaction. Là. Si les marchés étaient parfaitement efficients, c'est comme en bourse. Là, si les marchés étaient parfaitement efficients, il y en aurait pas de transaction. 200 milliards de subventions, ça, c'est pas vrai. Là. C'est pas le bon Non, terme. ça, c'est faux. Là. Ça, c'est faux, cet aspect-là. Par contre, ce que ça soulève, est-ce que ce débat-là, par la bande, peut nous amener à comprendre que les tarifs de notre bord, c'est pas soutenable non plus, puis que si on veut réellement avoir des vraies bases d'échange économique, il faut toutes les abandonner, toute la gang. Puis ça implique qu'il y a des vaches sacrées qui vont mourir les vaches. De soif, là, ça asphalte, là. Peut-être. Comme la gestion de l'offre, c'est ça. Puis de toute façon, comme l'explique Sylvain Charlebois, comme l'explique souvent Vincent Gelozo, comme l'explique l'IEDM, la gestion de l'offre, ça n'a pas défendu les petits agriculteurs. Au contraire, tu as une consolidation qui a eu lieu anyway. Puis tu as des grosses fermes au Québec, au Canada, partout au Canada. Puis c'est comme l'histoire du bancaire. Mettons que tu ouvres le marché demain matin, JP Morgan Chase va pas acheter RBC d'un takeover hostile. Là. Je veux dire, RBC, c'est un des plus gros groupes bancaires au monde. TD aussi. Il y a rien qui va changer overnight. Au contraire, il va juste avoir une plus grande compétition dans le marché. Les compétiteurs vont être mieux servis. Ouais, mais là, notre lait, nous autres, on a des normes, puis des normes, puis je veux dire, le marché va s'adapter, puis les producteurs vont s'adapter à ce que le marché demande. Jamais les gens ont été aussi exigeants, Jeff, en termes de... Tu sais, les gens regardent ce qu'il y a maintenant ils regardent les ingrédients, puis ça, il y a du monde qui font des podcasts là-dessus, il y a toute une frange de monde qui se concentre sur la nutrition. Jamais les gens ont été aussi conscients de ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent. Là, overnight, là, le monde va commencer à mettre de la marde dans le lait parce que la gestion de l'offre tombe. Ça fait aucun sens, cette affaire-là. Là. Ça fait aucun sens. Ça résiste à... Dans le fond, il n'y a aucun argument économique traditionnel qui c'est parce que chaque personne a sa recette dans tous les produits. Là. Tu sais, veut dire, on le sait, là, puis il n'y en a pas une qui est meilleure que... C'est toutes des subtilités, mais ça, là, les gens qui sont impliqués là-dedans savent que tu peux trouver des affaires qui sont pas bonnes là, puis des affaires qui sont meilleures là, dans tous les secteurs. Arrêtons de penser qu'on a le meilleur lait du monde parce que nous autres, on a nos bébites dans nos histoires, on a nos patentes dans nos histoires, l'autre bord, ils les ont aussi. Il y a déjà... Mais ultimement, comme tu le dis, le marché va s'en occuper. Les gens, ils scrutent toutes les affaires. Moi-même, je suis rendu que je regarde mes patentes là, depuis que j'ai quelques petites affaires. Arrêtez, là. T'entends à entendre les lobbies... Les lobbies l'agriculture, les médias et les boomers, on a la seule place qui fait du lait dans le monde. Ça
Ça fait 4000 ans qu'on fait du lait. Là. L'humanité fait du lait depuis 4000 ans. Crissez-nous patience, là. Ouais. Fait que là, tu sais, à un moment donné, là, c'est une Et commodité. le lait, ça sera toujours problématique. C'est un mammifère qui prend du stock de mammifères. Là. Ah, exact. On devrait pas en boire pour en prendre tant que ça. Là. C'est ça. Oui, exact. C'est un peu ça la fraude. Oui. C'est un peu... c'est ça. C'est un peu comme le jus d'orange. Je connais l'histoire du jus d'orange. C'est un peu une industrie qui a été manufacturée from scratch, là. Tu sais, l'idée de boire un jus acide le matin, pas sûr que ça fait du sens. Puis pour doser le taux d'acidité, on va y mettre un peu de sucre, même beaucoup de sucre. Ouais. C'était quand même un peu bizarre. Ouais. Je te fais entendre... OK, vas-y. Non, vas-y. J'ai Kevin O'Leary, qu'on t'a parlé au début, qui... Il a un peu le même discours que depuis le début de ça, mais... Tu sais, je veux dire, la raison pourquoi j'aime Kevin O'Leary, c'est que, bon, on le connaît plus longtemps. C'est quelqu'un qui fait des images claires. Moi, j'écoute Shark Tank depuis très longtemps. Mais aussi, c'est le fait qu'il baigne dans les deux économies, dans les deux pays. Il est canadien, c'est un gars de Montréal. Sa famille est montréalaise. C'est un Canadien all the way. Il vient de débloquer 70 milliards. Notre chum de Dieu nous en parlait dans un gros... data center du côté de l'Alberta avec des intérêts financiers de l'Arabie Saoudite. Donc, c'est quelqu'un qui baigne dans les deux et il est bien placé pour nous dire qu'on est la même famille. T'sais, il faut arrêter de se déchirer. On est condamné à s'entendre, puis on est condamné à changer peut-être avec de plus en plus d'ententes intégrées, puis ça inclut peut-être le dollar, puis peut-être que la frontière va lever. Mais moi, j'aime entendre ce genre de simplicité qui est franche et honnête, puis imagée en même temps pour que tout le monde comprenne que c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Parce que là, on a identifié beaucoup ça à Trump. Trump a permis aux anti-américains de détester publiquement les Américains. OK, c'est ça que ça a fait. Mais là, on est à un point où Trump nous permet ça ne durera pas 4 ans, comme tu le dis, ça nous permet de redéfinir l'agreement qu'on a entre nos deux pays, probablement pour les 50 prochaines années. Et c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. On écoute Kevin O'Leary qui, en passant, il est à Fox News. Non, il est à CNN, il est à MSNBC, il va à CBS Morning le matin, il est partout, OK? Là, oui, il est à Fox. Et il raconte un peu comment il voit ça. O'Leary Ventures Chairman and Shark Tank investor Kevin O'Leary joins me now. Before we get to Elon, can you believe Canada tried to shut off our electricity? I mean, it's almost like they want us to invade. You know, I've always said this about Trump. Ignore the noise, look for the signal. He talked about it multiple times now. Join the economies. They're not going to sell the country, but if you join the economies, it's the largest economy on earth. China will never catch up because U.S. is the largest consumer market on earth. And Canada is the richest country on earth of all the things everybody needs every day. So let's stop this crazy stuff because what really Trump wants is reciprocal tariffs. If you want to sell butter out of Vermont and Quebec, 243% tariff, so that's reciprocal. All the tariffs have to go. Zero tariffs. Erase that border in terms of the economy and join the economies and everybody's going to do really well. It's like an arranged marriage. It should be, because at the end of the day, Canadians and Americans are 95% the same DNA. Everybody's got family on both sides of the border. We're in a little bit of a tiff, Jesse. Is that what they call it? A little poo-poo right now. A little poo-poo? Because there's an election going on in Canada. Right. You got to give them another 60 days to choose a new leader. And the guy will have the same mandate that Trump has, a majority mandate for 4 years. And then let's start negotiating a union of the economy. Can't sell. Listen, what really happened was Trudeau really, for lack of better words, excuse my French, pissed Trump off. Mm-hmm. He's gone. He got whacked on Sunday. He is El Morte gone. Mm-hmm. He's gone. He's history. El Morte. Let's forget about him and Freeland, who really made Trump crazy. Those were toxic, dysfunctional relationships. But he's gone. Let's focus on the next 60 days. Let Canada elect a new leader. And let's cut a deal. Let's stop this crazy stuff. Ford, by the way, 3 hours ago, pulled back on the electricity thing. Right. And he buckled. And, Doug Burgum is talking to Alberta, great energy partner. Let's make a little peace. The only premier speaking in Texas next week at the big energy conference. So it's all happening. We just have to. It gets rocky during the courtship. Je pense que ça résume bien.
Est-ce que ça nous tente d'être la plus grande force du monde et pas la Chine? Non, exact. Ça devrait être généralement le discours des conservateurs au Canada, sans peut-être aller aussi loin, là, mais de dire, regardez, je pense que Poilievre devrait s'adresser directement à M. Trump quand il a tweeté quand il avait réalisé que, rappelle-toi, il a tweeté la semaine passée que quand il a réalisé que Trudeau instrumentalisait la crise à des fins politiques, Poilievre aurait dû co-tweeter le président en disant, Monsieur le Président, c'est une question de temps, on le met dehors. Les conservateurs, on va prendre le pouvoir. Nous autres, on est prêts à négocier, on va faire de la business. Puis, by the way, on a les mêmes problèmes sous-jacents. On a des médias débiles qui brainwash nos enfants, puis nos universités qui brainwash nos enfants. On a une dette qui est insoutenable. On veut protéger notre frontière. Fait que tu mets les intérêts communs des conservateurs canadiens avec les conservateurs américains, puis tu crées un lien de confiance, puis tu négocies là-dessus. Ben non, il n'y a rien de ça qui a été fait. C'est ça qui est hallucinant. C'est ça qui est hallucinant parce que la réalité, c'est ça. C'est que les gens, on a les ressources, on a la main-d'œuvre, on a les grands espaces, on a écoute, faut que je donne raison à Primo sur un certain aspect. Oui, on a l'eau, ça vaut peut-être pas aussi cher que ce qu'il dit que ça vaut, mais on a les forêts. C'est pas vrai que on peut se passer du lumber canadien, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'ils peuvent se passer du pétrole canadien. Ils peuvent le faire, mais il faut qu'ils le remplacent par du pétrole vénézuélien ou un autre, puis c'est beaucoup plus complexe. Fait que c'est pas vrai que Trump a tort là-dessus. C'est pas vrai qu'ils peuvent se passer des ressources canadiennes. Puis nous, on peut pas se passer de un... Non, toi et moi, il sait, quand il l'a dit lui-même, il sait qu'il n'a pas raison. Ouais, lui, il sait. Des fois, ça, c'est genre, il s'emporte. Ça, c'est l'aspect égo de Trump que j'aime pas, qui est aussi vrai dans nos politiciens en passant. C'est ça, il y a juste Trump qui est égoïste puis qui est autoritaire. Non, Trudeau l'a pas été, lui, pendant tout, là. Puis, voyons, les dirigeants européens ne le sont pas non plus, là. C'est juste vraiment, ça existe juste pour Trump. Mais en général, le discours de O'Leary, c'est un discours d'affaires, oui, mais encore une fois, c'est très rationnel. C'est basé sur des intérêts communs. Quand tu veux closer, c'est un gars qui close des deals. Pour closer des deals, là, parce que n'importe qui peut envoyer n'importe qui peut faire un communiqué de presse, dire qu'il va investir 50 milliards au Canada pour faire XYZ, pardon. Mais exécuter, c'est une autre histoire. Exécuter et closer des deals, c'est une autre histoire. O'Leary l'a fait toute sa carrière. Fait qu'il faut écouter des gens comme ça. Puis il y en a probablement du monde de même dans l'entourage de Trump qui pousse en disant exactement la même chose. Reste à voir combien de temps que ça va durer, là, tout ça. Mais c'est pour ça que régulièrement, moi, j'ai dit, tu sais, quand tu parlais tantôt, tu expliquais dans l'histoire, il est arrivé un paquet de moments où c'est des relations par en arrière, t'as ce genre de personnes-là. Arrêtons d'être sur le dos de Gretzky. Gretzky ne fait pas de politique, OK? Arrêtez. Là, il joue au golf, là, là. Oui, arrêtez. C'est de la folie ce qu'on a fait sur Gretzky. Mais par contre, on a dans le milieu des affaires, on a des gars qui sont capables de dealer ce genre de patente-là. Moi, je comprends qu'il y a probablement une affinité avec les conservateurs, mais ultimement, on s'en sac, là. Non, il y a plein d'hommes d'affaires au Canada qui ont des contacts et des reach des deux côtés de la Chambre américaine qui sont probablement capables de... Mais moi, je te le dis, le problème sous-jacent, Jeff, c'est qu'ils veulent pas régler. Ils veulent que la crise se poursuive. Fait que probablement qu'ils mettent pas tout en ligne. C'est un exemple. Il y a des exemples dans le monde où, des fois, tu lis des affaires, tu dis, comment ça que le Canada est dans cette position-là? On dirait qu'il y a toujours des obstacles insurmontables. Bien, l'histoire du pipeline. Comment ça qu'un producteur qui a une des plus grandes ressources probable dans le monde de pétrole, je pense qu'il y en a la deuxième ou la première dans certains classements, peu importe. Comment ça qu'on n'a pas une industrie qui est plus intégrée? Comment ça qu'on n'a pas des raffineries? Comment ça qu'on n'a pas un pipeline d'est en ouest? Ben oui. Puis là, tu lis, tu vois, je suis en train de lire la biographie de Mark Rich, un des fondateurs de Glencore. Le gars, c'est juste un génie. C'est lui qui a inventé le marché du pétrole moderne là, dans les années 60, 70, 80. Puis là, tu lis une histoire, c'est que pendant la guerre du pétrole des années 70, l'Égypte avait fermé le canal de Suez. Ça. Là, le transit par pétrolier, ça marchait plus. Ben, sacrément, Iran puis Israël, secrètement, ont bâti un pipeline avec des compagnies écrans pour pas que trop que le monde le sache, pour exporter le pétrole iranien sans passer par le canal de Suez, mais en passant par un terminal en Israël. Puis ça a fait en sorte que tout le marché pétrolier mondial s'est développé à part que par les pétroliers. Donc, ça l'a dynamisé le marché, ça l'a décentralisé le marché. Fait que si deux ennemis jurés, il n'y a pas deux plus grands ennemis que l'Israël puis Iran là, dans le monde. C'est deux ennemis jurés. Si des ennemis comme ça peuvent construire un pipeline parce qu'ils ont des intérêts économiques mutuels, c'est comme ça qu'on fait des échanges dans le monde, là. C'est quand tu peux faire des échanges avec quelqu'un qui est pas ton allié, puis c'est aussi la situation avec la Russie dans la diplomatie. Ça peut être pas notre ami, mais ça peut pas être notre ennemi aussi, parce qu'on a des intérêts communs
comme par exemple contenir la Chine. Tu comprends? Mais les gens sont pas capables de réfléchir de manière rationnelle comme ça parce c'est toujours monté en tête d'épingle avec qui est bon, qui est mauvais. Puis tout le monde devrait se mettre du côté du bon pour détruire le mauvais. Il n'y a jamais de middle ground, il n'y a jamais de compromis qui peuvent être faits. Alors qu'historiquement, comme je te dis, les grandes escalades qui étaient dangereuses pour l'humanité, ben c'est des gens en coulisses qui ont réglé ça. C'est des projets, comme je viens de te parler, qui peuvent se bâtir. Fait que comment ça que nous autres, on n'est pas capable de bâtir des projets de même? Parce que le Québec est pire que l'Iran, je vois le vert. Ben, exact, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. C'est ça le constat, c'est complètement débile. Ben, qui bloque ça, Jeff? C'est Greenpeace, le bloc, puis une couple de journalistes. Là, mais Yves-François Blanchette, c'est en train d'y péter d'en face. Excuse-moi, là, il lit très, très mal ce qui se passe. Là. Les sondages ne montrent que les Québécois, ce qui se passe, ils ont viré complètement de bord sur l'histoire des... Et lui, c'est pas ajusté à ça. Il va être wipé par ce genre de décision. Il est allé dire, il n'est pas question que... Puis il est tellement prétentieux, ce gars-là. Il n'est pas question que le pétrole sale passe à travers le Québec pour aboutir à un endroit que les gens en veulent même pas. Il n'y a pas de marché pour le pétrole canadien nulle part. En plus, ce sera dans 5-6 ans. Trump ne sera plus là. On n'aura plus besoin de pétrole. C'est de la folie. Eh bien là, il est en train excuse-moi, il va apprendre par une correction des fois émotive, mais dans son cas, ça va lui amener une cinglante défaite. Le pétrole sale, là, j'ai aimé ça d'ailleurs, je finis avec ça, je ne vais pas te déranger plus longtemps, mais le pétrole sale, j'ai bien aimé cette semaine le gars, l'anglophone qui est allé à Montréal dans la Réunion, puis il a dit « Ouais, j'ai votre annonce là, de vélo en hiver, puis tout ce que vous voulez, puis comme de quoi que l'auto, ça coûte 10 000 $, puis qu'on doit les vendre, puis peut utiliser sur l'île, etc. » Il demande à la mairesse « Avez-vous fait du vélo, vous, cet hiver? Puis avez-vous vendu votre voiture? » Elle dit « J'ai pas fait de vélo et je n'ai pas vendu ma voiture car j'en ai besoin pour travailler. » Regarde, le pétrole sale, l'histoire, c'est la même affaire. Le pétrole sale, t'as ton char, tout ce que tu consommes arrive par des gars qui ont des gros trucks de 53 pieds avec du diesel, livrés avec d'autres affaires par train qui lui aussi vendent du diesel, etc., etc. Le pétrole sale, il fait notre affaire en joie le vert. On va pas voir la fin de ça, c'est plate, là, mais l'histoire de la transition, ça va pas arriver. Puis non. Tu soulignes ça, le travail de, tu l'as dit, là, c'est l'automobiliste de Montréal. Là, je ne sais pas c'est qui, honnêtement, qui est derrière ça, mais félicitations. Puis il y a des gens qui vont dans les conseils de ville pour filmer la période de questions. Il faut que des gens fassent ça à Québec. Il faut que des gens fassent ça dans toutes les villes du Québec parce que là, ça se promène partout, Jeff, là, sur toutes les médias. Sur TikTok, je vois. C'est la viralité que ça a, c'est incroyable. Puis ça a un effet. Il y a juste quelqu'un qui a besoin de ramasser ça au niveau électoral, puis c'est fini, là. Ces administrations-là sont terminées. Ça, c'est un travail incroyable qui a été fait. Ça, ça amenait des trucs grassroots. Ça prend juste un téléphone dans le conseil de ville, ça se ramasse sur les réseaux, puis c'est fini. Mais, tu sais, Yves-François Blanchette, c'est un politicien qui est motivé par des dogmes, comme c'est le cas de la plupart des souverainistes. On l'a vu quand on a débattu avec notre ami, où des choses qui devraient normalement faire consensus sont pas capables de prendre position ou de reculer parce qu'il y a des dogmes dans le culte du mouvement souverainiste que tu peux pas, donc l'idée que, on peut pas s'allier avec l'Alberta parce qu'on s'allie avec le Canada. C'est clair. C'est tous ces dogmes-là avec lesquels ils peuvent pas, tu peux pas ouvrir la porte à ça, là, tu sais, parce que sinon, ben, tu remets en question le grand projet de leur vie, là, et, ça peut pas arriver. Fait que, mais, écoute, ce serait juste bénéfique, là, que le bloc diminue. C'est sûr que malheureusement, ça va probablement se transcrire en, mais j'ai de la misère à voir c'est là que ça aurait pu bénéficier aux conservateurs au Québec s'ils étaient plus actifs. Le caucus québécois, je veux dire, c'est des momies, là, on va se le dire, il n'y a rien à faire avec ça. Là. Le seul qui est actif, c'est Léo Zakos, puis il n'est pas élevé des sénateurs. Le seul qui a un discours qui est relativement conservateur, c'est lui. Le reste, conservative and name only, les signos. Là. Oui. Mais normalement, on aurait pu profiter peut-être de cette baisse du bloc-là pour gagner des sièges additionnels, peut-être dans le centre du Québec, à Québec, même dans les régions. Il y a un élu du libéral au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pas supposé arriver, ça, là. Non, ça risque d'arriver, je vais le faire. Mais il y a un côté de moi pareil, qui... ça, c'est mon côté, gars, je vais le dire, c'est mon côté émotif. OK. J'ai quasiment... s'ils perdent, mettons, le Poilievre perd, puis que le bloc est wipé, c'est les libéraux qui sont là, ça me fait freaker out, là, pendant 4 ans avec Mark Carney. Sérieusement, ça me fait freaker out. Mais j'ai vraiment un côté de moi qui va dire... Mais Chris, vous avez couru après. Puis vis avec, regarde, là, vous êtes brûlé par les deux bouts.
Poilievre court après sa perte, là. Écoute bien, là. On ne s'est pas réglé, là. Je veux dire, on commence l'élection, là. Ça peut virer de bord. Non, avec, exact. Mais d'ailleurs, j'ai bien aimé, pour avoir écouté le podcast dans le char hier, j'ai bien aimé ton affirmation que si on avait un parti souverainiste qui parlait de s'allier avec les États-Unis, t'aurais la pancarte « Oui, en avant de la maison ». Je me suis fait dans le char. Ouais, c'est elle que j'avais en tête en plus, cette pancarte. On se l'est envoyé après. Moi, c'est elle que je vois dans ma tête. Oui. Puis là, rajoute-toi un petit montage, mets le petit drapeau US à côté dans le coin en bas à droite. Là. Tu mets le tournesol. Parce que ça a marqué notre imaginaire, ces pancartes-là, pareil. Hein? C'était quand même un bon marketing, faut le dire. Est-ce que c'était la campagne de 95? C'était 95, ça? 95. Faut dire que c'était quand même oui et ça devient possible. C'était quand même une bonne ligne. Oui, exact. Thank you, Joe. Jerry, t'avais-tu quelque chose à rajouter avant de. Non, c'est bon. Non, t'es correct. Donc, voici, c'était Joe Hamel. Ben, on a fait un petit tour pas pire, là, je pense. Jeff Fillion, Radio Pirate.